C'est bon? Oui. Bonjour à tous. Alors, on attend encore que les derniers participants nous rejoignent et puis ensuite on pourra commencer. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue donc à ce deuxième webinaire, notre deuxième webinaire de cette année, où on va évoquer les boucles de régulation. Donc, il sera présenté par Brice Ducly, responsable prescription sur l'Île-de-France, Éric Bernadou, responsable projet, et moi-même, Antoine Jauvert, donc responsable de la partie formation et support technique. Quelques questions pratiques avant de poursuivre. Pendant toute la présentation, vos micros sont maintenus inactifs afin que l'on puisse présenter dans les meilleures conditions. Mais si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les taper dans la fenêtre questions qui va se trouver à la droite de votre écran dans le panneau de configuration GoToWebinar. Nous répondrons à toutes vos questions en fin de présentation. Pendant une session d'une quinzaine de minutes, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les envoyer par la suite, à nous contacter par mail ou par téléphone. Alors, ce programme de webinaire porte sur les solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale. Nous avions déjà évoqué le 21 avril ensemble l'interactivité hydraulique et la compatibilité des débits. Aujourd'hui, nous allons discuter des boucles de régulation, puis on verra ensemble le 23 juin une nouvelle technologie qui est la TA Smart, une vanne de régulation avec comptage d'énergie. Et enfin, le 29 septembre, on évoquera les règles de dimensionnement des vannes d'équilibrage et de régulation, ainsi que leur mise en service. Alors, pour rappel, IMI, c'est Imperial Metal Industries, c'est un groupe d'industrie métallurgique qui existe depuis 1862 à travers 3 divisions internationales qui sont IMI Précision dans l'industrie, le secteur des microvannes de précision dans l'automobile et la pharmaceutique, IMI Critical pour le contrôle des fluides dans le process et l'oil and gas, et enfin, c'est nous, IMI Hydronique, donc concernant les solutions hydrauliques pour les systèmes CVC, que ce soit dans résidentiel, en commercial, en neuf ou en rénovation. Nous vous proposons donc des technologies innovantes pour la maîtrise hydraulique à travers 3 marques. IMI Pneumatex pour tout ce qui est qualité d'eau et maintien de la pression dans l'installation, IMI TA pour l'équilibrage et la régulation, et AMIR pour la régulation thermostatique des unités terminales. Il faut savoir que nos 3 marques, donc nos usines, nos centres de production, centres de recherche et développement, sont situés exclusivement en Europe. Toute notre chaîne de valeur est réalisée sur le continent européen. Nous vous proposons également différents services à travers des logiciels de sélection, iSelect sur PC ou iTools sur mobile, sur toutes les plateformes. Et on a également des instruments de mesure, donc le Théascope, un appareil d'équilibrage, un bureau d'études que l'on met à votre disposition pour l'optimisation et le calcul hydraulique des installations, et enfin un centre de formation à Tremblay en France, ou alors on peut réaliser des formations à distance également en visio sur différents thèmes. N'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre programme de formation sur notre site internet. Alors, on a entamé une démarche de protection de l'environnement chez IMI Hydronique à travers notamment nos centres de production où on a réalisé une réduction de notre empreinte carbone entre 2017 et 2021 de 66%. Donc, via une augmentation de l'utilisation
de l'électricité des sources vertes, provenant de sources d'électricité verte, de 93%. On a mis en place des systèmes de récupération de chaleur et ça nous a permis d'économiser 440 000 kWh d'économie par an. On a fait également la même chose sur la gestion de l'eau, moins 24% de consommation d'eau à travers la réutilisation de l'eau dans des circuits fermés et la création de mini-stations d'épuration sur nos sites. Enfin, à travers la gestion des déchets, où on a pu réduire cette consommation de déchets dangereux de 52% et la consommation de déchets, la production de déchets, pardon, totale de 29%. Notre objectif sera ensuite de produire 0 déchet sur toutes nos usines, donc de recycler l'ensemble de nos déchets. Au sommaire du jour, on va donc vous introduire les boucles de régulation. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en parle? On va vous montrer quelques exemples de boucles bien spécifiques. On vous décrira les règles de dimensionnement et puis ensuite, on répondra à toutes vos questions. Je vais maintenant laisser la parole à Eric qui va donc vous décrire les boucles de régulation. Très bien, merci Antoine. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va aborder ce sujet des boucles de régulation. Alors les boucles de régulation, on en trouve de divers types sur nos installations. On va faire la régulation des cascades de chaudière, des groupes de froid. Ensuite, on va trouver des boucles de régulation au niveau, mettons, de sous-station pour préparer l'eau pour le secondaire. On va trouver des boucles de régulation sur les centrales de traitement d'air et puis également en ambiance pour réguler les températures dans les locaux. Alors ici, on trouve un exemple de boucle de régulation, c'est vraiment qu'un exemple, régulation de température ambiante. On a ici à droite le local, et ce local, on souhaite le maintenir à température, à une certaine température, mais ce local reçoit des perturbations, soit les phénomènes d'ensoleillement, soit des déperditions dans le domaine de l'hiver. On a une sonde qui vient mesurer cette température, et cette sonde, on vient comparer la valeur mesurée avec un point de consigne que l'on a donné, l'utilisateur a donné, et c'est le régulateur, c'est le travail du régulateur de venir faire cette comparaison et d'agir sur le système pour dire, eh bien, je dois, comme je n'ai pas ce que je veux avoir comme température, je vais agir. Et pour ça, eh bien, il va envoyer un signal électrique à un moteur qui lui-même va changer l'ouverture de la vanne, enfin, ce qu'on appelle le KV de la vanne, donc il va changer le débit passant dans la vanne, et en agissant sur le débit, on va agir sur la puissance émise sur l'unité terminale, et donc on va venir ajuster la température comme on le souhaite. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle fermée ici. On aura des boucles ouvertes, on aura des boucles semi-ouvertes, c'est un exemple. Alors quand je dis le régulateur va réagir, il peut réagir de diverses façons. Il est soit, on va dire, impulsif, et puis il va faire ce qu'on appelle du tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a une demande, et à ce moment-là, il n'y a pas assez de chaleur, et bien il ouvre en grand la vanne, c'est du on-off, il ouvre tout en grand. On appelle ça aussi, c'est une sorte d'amélioration, le chronoproportionnel qui a assez peu d'intérêt dans nos applications thermiques. Ça en a sur de l'électrique, mais pas trop sur nos applications thermiques. Donc, il va réagir en tout ou rien. J'ouvre en grand la vanne. Et puis, quand j'arrive au-dessus de ma température, bien, je ferme la vanne. Et il va le faire comme ça successivement. C'est ce qu'on appelle la régulation on-off. Ensuite, pour d'autres boucles de régulation un peu plus sophistiquées, on fera de ce qu'on appelle le 3 points. Par exemple, température de préparation d'eau départ d'un réseau de chaleur, où on viendra ouvrir la vanne en fonction de la température qu'on souhaite avoir. Et quand on s'approche de la température, elle s'arrête. Et puis ensuite, s'il y a besoin de température, elle va se réouvrir et puis elle va s'arrêter. Et éventuellement, après, elle va se refermer. En fait, on dit 3 points parce que soit elle part en fermeture, soit elle s'arrête, soit elle part en ouverture. Et elle trouvera des positions stabilisées intermédiaires. Et puis enfin, la régulation qui est la plus couramment utilisée et qui va l'être de plus en plus jusqu'à l'unité terminale, c'est ce qu'on appelle la régulation modulante, le 0,10 volts. C'est-à-dire plutôt que d'être impulsif, de dire bien j'accélère à fond et puis je freine à fond, eh bien on va piloter l'installation comme on le fait avec notre voiture de façon modulante. On va adapter notre vitesse en fonction des besoins de la situation. Et bien là, même chose, on va adapter la puissance en fonction de la situation et des besoins du bâtiment en permanence en envoyant généralement un signal 0,10 volts pour caler la puissance qu'on veut. Par exemple, à 5 volts, eh bien, je peux envoyer 50% du débit. Enfin, bon, je prends des choses linéaires, mais ce n'est pas forcément aussi linéaire. Donc ça, c'est les 3 modes de régulation qui seront à notre disposition. Le point qui est intéressant à noter, c'est qu'une fois qu'on a conçu une installation,
on a décidé des groupes de froid, on a décidé des chaudières, on a mis en place les pompes, on a tout dimensionné, on a dimensionné à 100% de la puissance en fonction du bâtiment. Eh bien, le comportement énergétique, la consommation énergétique et la qualité de fonctionnement de l'installation dépend que d'une seule chose, c'est de la qualité justement de ces boucles de régulation. Et c'est pour ça qu'on prend le temps aujourd'hui de les aborder et on pourrait passer plus de temps qu'une heure. Mais c'est vraiment le point important parce que c'est ce qui va faire vivre en dynamique l'installation. Et là, pour exemple, on voit ici, si je compare deux installations, une installation qui travaille à débit constant, et Brice va y revenir sur ces notions de débit constant, débit variable, avec des vannes 3 voies. Vous voyez, c'est le schéma ici de gauche. On a utilisé une vanne 3 voies et on travaille à débit constant côté primaire de l'installation, et puis on fait varier le débit dans la batterie. Donc, on y reviendra. Ça, c'est un débit constant. Et puis, débit variable, typiquement, vanne 2 voies que j'ouvre le ferme, je fais varier le débit. Eh bien, si on regarde les températures de retour de l'installation, on constate que quand je suis à débit constant, voilà comment évolue la température de retour. On s'est mis dans le cadre d'une installation en froid, 6 degrés au départ, 12 degrés au retour en conditions de design et 24 degrés en ambiance. Eh bien, si je suis à pleine demande, dans mes conditions nominales, si j'ai bien fait mon travail, tout est bien dimensionné, j'envoie de l'eau à 6 degrés et ma température de retour, elle est à combien? Eh bien, elle doit être à 12 degrés si tout est bien défini. Je suis ici à 12 degrés. Et puis ensuite, quand j'ai moins besoin de puissance, les 23 voies vont se fermer, elles se mettent sur leur bypass. Je renvoie de plus en plus de l'eau froide sur le retour de mon installation. Je suis en train de dégrader ma température de retour. Je renvoie de l'eau de plus en plus froide sur mes groupes de froid. Et ce qui est défavorable au rendement. Si maintenant je regarde la même installation, je vais travailler à débit variable. On va prendre un premier cas de figure en tout ou rien. Eh bien, en tout ou rien, relativement simplement, si j'ai besoin de 50% de puissance, ça veut dire que j'ai 50% des batteries qui sont ouvertes et 50% des batteries qui sont fermées. Eh bien, si les batteries qui sont ouvertes, elles sont bien dimensionnées, eh bien, je prends de l'eau à 6 et je renvoie de l'eau à 12. Et celles qui sont fermées, elles ne renvoient rien du tout. Donc, je reçois bien de l'eau en retour à 12 degrés de toutes les batteries qui sont en service. Alors, vous voyez ici, ce n'est pas tout à fait 12 degrés, tout simplement parce que dans notre calcul, on a simulé la réalité des choses. C'est que quand j'ai une batterie qui se ferme, eh bien, elle pousse plus de débit sur la batterie d'à côté. Vous connaissez ces phénomènes d'interactivité. On va utiliser des régulateurs de pression différentielle. Et suivant comment si cette interaction est plus ou moins forte, on aura un impact sur la température de retour qui ne sera pas tout à fait à 12 degrés, mais plutôt en dessous. Mais on va dire, on est déjà mieux par rapport à la situation précédente. Et puis enfin, si je prends maintenant une installation qui travaille en modulant, eh bien, quand la vanne vient se fermer, j'augmente le delta T, c'est-à-dire que je renvoie de l'eau de plus en plus chaude, je suis dans le domaine du froid, de l'eau de plus en plus chaude sur le retour, jusqu'au moment d'ailleurs où la vanne est tellement proche de sa fermeture que j'ai laissé tout le loisir à l'eau d'échanger avec la température ambiante et idéalement, je reviens à la température ambiante qui sont les 24 degrés. Donc, vous voyez, un comportement d'installation, c'est la même installation, mais suivant comment j'ai décidé de la contrôler, j'ai un comportement énergétique et rendement qui seront différents par rapport à l'une ou l'autre des installations. Voilà pour cette introduction et je vais passer maintenant la parole à Brice pour aller passer en revue ces boucles de régulation. Bonjour tout le monde. Alors là, on a vu avec Eric ce qui constituait une boucle de régulation, hein, le régulateur, la sonde, la vanne, le moteur, le terminal. Mais en fait, quand on regarde une boucle de régulation, il n'y en a pas qu'une. Hein, on en dénombre jusqu'à 23, hein, ça dépend des gens qui les étudient, une vingtaine, on va dire. Et chaque boucle de régulation serait différente, différenciée d'abord par la vanne de régulation qu'on aura choisie, une vanne de voies qui sera en montage direct ou en injection, la vanne 3 voies qui sera en mélange, en décharge ou autre. Et aussi par la présence ou non d'un bypass de découplage, une bouteille de découplage en fonction des appellations. La boucle aussi sera différente en fonction de ce qu'on souhaite, comment on souhaite dissiper la puissance, soit en variant le débit, soit en variant la température. Voilà. En bref, il y a quelques boucles de régulation et on va ensemble en parcourir quelques-unes. On commence d'abord par ces quatre-là. Donc, il y a un premier moyen de classer les boucles de régulation, c'est en fonction de la nature du débit hein, qui les traverse. Soit j'ai un débit constant ou un débit variable au primaire, soit j'ai un débit constant ou variable ou secondaire. Et donc, déjà, on peut regarder quatre boucles de régulation. La première, celle-ci, par exemple, qui est constant au primaire et constant au secondaire. C'est, par exemple, l'application
typique d'une sous-station. Hein, je retrouve une sous-station, donc j'ai une pompe déportée ici qui va alimenter ma boucle. Hein, on retrouve le delta, donc la pression disponible que va apporter cette pompe un peu éloignée. J'entre dans la sous-station et je retrouve ma bouteille de découplage. Donc on la symbolise souvent dans nos schémas chez IMI par un simple segment, donc le segment 1B, AB, qui peut avoir un diamètre de 1 à 1D. On l'avait vu ensemble au dernier webinaire, c'était largement suffisant. Elle peut faire 3D si on a choisi de faire une bouteille de découpage, par exemple. Et derrière cette bouteille, on retrouve la boucle classique hein, qu'on retrouve en chauffage, par exemple. On va réguler la température de départ en fonction de la température extérieure, donc en agissant sur cette vanne 3 voies qui fonctionne en mélange. Donc si j'ai besoin de puissance, d'accord, j'ouvre ma vanne 3 voies en grand et je viens puiser dans la bouteille de découplage de l'eau chaude, d'accord, et je repars comme ça. Et si j'ai pas besoin de puissance du tout, je ferme ma vanne 3 voies et je fonctionne en vase clos hein, dans ce sens-là. Donc, bien sûr, sur ce type de boucle de régulation, comme on a une bouteille de découpage, un bypass de découpage, on prendra soin à la compatibilité des débits, c'est toujours aussi dur à dire. Donc, avec des vannes d'équilibrage statique, hein, staff par exemple, on s'arrangera pour avoir en sorte d'avoir le bon débit au primaire, qui sera toujours un peu supérieur au débit du secondaire, qu'on calera avec cette vanne-là. Autre application, ici, à droite, on a toujours un débit primaire constant, avec une pompe toujours déportée qui amène une pression disponible ici. Et ce coup-ci, le secondaire est variable. Donc, c'est l'application dont parlait Eric à l'instant. Hein. En fait, là, la puissance, on va la faire varier, non pas en jouant sur la température, mais en jouant sur le débit. Donc, soit si j'ai un gros besoin de puissance, j'ouvre ma vanne 3 voies en grand et le débit traverse l'échangeur, si c'est un échangeur par exemple. Et si j'ai pas besoin de puissance, ma vanne 3 voies se ferme et je boucle ici sans passer par l'échangeur. Donc là, ce qu'on peut relever ici d'intéressant, c'est que la vanne 3 voies ici est une vanne à fonctionne en division. Hein. Donc là, soit je passe tout mon débit, soit j'en passe pas, soit je fais un mélange des deux. En tout cas, ici, on pratique une dérivation. Et comme les vannes 3 voies sur le marché sont tout souvent des vannes de mélange et des vannes de dérivation qui ont une conception un peu différente, on prendra une vanne de mélange qui est plus répandue, sûrement moins chère, et on le mettra sur le retour, avec le même effet, la même fonction. On retrouve ici notre point de dérivation, en fait, hein, et la fonction est la même. À noter hein, la présence de la vanne d'équilibrage sur le bypass, qui n'est pas toujours nécessaire, ça dépend de différentes choses, donc principalement la perte de charge de l'échangeur, donc si c'est un échangeur. Et s'il y a une vanne d'équilibrage qui est prévue, en tout cas, elle aura une perte de charge proche ou égale à celle de l'échangeur qui est ici. Voilà. Ensuite, autre application, donc là, on passe en débit primaire variable, d'accord, et débit secondaire constant. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai par exemple une bouteille de découplage ou un échangeur qui verra son débit varié de 0 à 100%. Donc attention, si c'est une chaudière ou un groupe froid, il faudra bien vérifier qu'il supporte le débit nul ou le débit variable, ou s'il faut un débit mini, etc. Bon, imaginons que c'est un bouteille de découplage, c'est plus simple, pour mon exemple. Ici, on a choisi de faire varier la température, le débit sera constant. Voilà, c'est une boucle d'équilibrage classique. Donc, on prendra garde hein, sur ce type d'application à avoir une bonne autorité sur la 23 voies. Hein. On verra tout à l'heure avec Antoine les problèmes d'autorité, enfin les problématiques en tout cas d'autorité qu'on a sur ces différentes 23 voies. Et sur les 22 voies aussi. Donc, la dernière application, c'est l'application classique dont parlait Eric tout à l'heure. Je veux réguler une puissance sur un terminal qui peut être un ventiloconvecteur ou un radiateur, hein, c'est le même principe, avec une vanne de voies. Donc, le radiateur, on aura un robinet thermostatique, bien sûr. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le primaire est variable, et le secondaire est aussi variable. Et là, c'est un cas typique de forte interaction. Hein. On prendra le soin dans ce type d'application de gérer les variations de pression différentielle en amont, avec par exemple un kit de régulation de pression différentielle qui s'appelle STAP chez IMI, soit en pied de colonne dans le cas des logements, par exemple, sur les anciennes installations, soit en sortie de trémie pour le cas du tertiaire. Donc là, sur mon petit schéma, on voit une vanne de voie à l'aller, une vanne d'équilibrage sur le retour. Mais si par exemple vous utilisiez une TBVC de chez IMITA, les deux seront combinés. Un TBVC combine l'équilibrage et la régulation. Si on regardera l'équipé d'un actionneur. Voilà pour 4 applications plutôt courantes, hein, on ne va pas trop s'attarder, vous les connaissez bien.
Si on prend par exemple une autre application, tout autant répandue, hein, avec une particularité, c'est que là, le régime de température du primaire est différent du régime de température du secondaire. C'est le cas par exemple d'un plancher chauffant. Donc, je produis de l'eau à 70 degrés parce que je n'ai pas que des planchers, j'ai par exemple des radiateurs à alimenter, une production d'eau chaude sanitaire, donc il me faut de l'eau plutôt chaude. Donc j'ai de l'eau à 70. Malgré tout, il me faut une température de départ maxi à 40 degrés dans mon plancher chauffant. Donc ce que je pourrais faire, c'est de mettre une 23 voies qui va assurer un remélange permanent entre l'eau qui revient à 30 degrés et l'eau à 70 degrés. Une vanne dimensionnée sur un delta T de 10, entre 40 et 30, donc une vanne plutôt grosse, d'accord, et qui en plus fonctionnera pratiquement toujours en fermeture. Hein, dans le cas ici des températures qui ont été choisies, j'ai un débit à 70 degrés de 25% du débit de secondaire et un débit ici de 75%. Donc voilà, la vanne est plutôt fermée constamment. Et justement, on va faire en sorte qu'elle ne s'ouvre jamais, hein, parce que le risque, s'il s'ouvre en grand, c'est que j'envoie de l'eau à 110 degrés dans le plancher chauffant. Donc, c'est pas bon pour les mollets, pour la circulation sanguine, c'est pas bon pour les revêtements. D'ailleurs, souvent, ces installations sont équipées d'un thermostat qui permettra de couper l'installation en cas de dépassement de la température. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. Une 23 vagues qui fonctionne en fermeture constante, c'est pas très bien. Et dans sa zone d'inconfort, on parlera tout à l'heure de rangeabilité avec Antoine. On va en parler de choses avec toi. Ah oui. Donc l'idéal, c'est l'application que vous avez juste après. En fait, on va intercaler ici un bypass intermédiaire qui va gérer le mélange permanent entre l'eau à 30 degrés et l'eau à 70 degrés, pour les conditions les plus sévères. Et ensuite, quand on a besoin quand on n'a pas besoin de puissance supplémentaire, ma 23 voies est fermée, d'accord. Et quand j'ai besoin de plus de puissance, ma 23 voies s'ouvre. Donc là, l'avantage, c'est que la 23 voies fonctionne sur toute sa course, de 0 à 100%. Et en plus, elle sera plus petite, parce que le delta T que je vais utiliser pour la dimensionner est de 40 degrés, 70 moins 30, 40. Une vanne plus petite, moins chère, qui fonctionnera sur toute sa course. Et là, c'est plutôt bon signe pour sa bonne régulation. Donc au niveau des réglages, on retrouve nos vannes pour équilibrer le primaire et le secondaire et s'assurer qu'on a bien le bon débit dans le bypass, ici 75% du débit, et ici 25%. Et si on met une vanne, il y aura obligatoirement, il n'y a pas de si, une vanne d'équilibrage ici, parce que si j'en mets pas, ce qui se passe, c'est que je crée un bouclage, un bypass de découplage. Quand l'eau arrive ici, elle a le choix entre je traverse tout le primaire avec mon échangeur ou ma bouteille, ma 23 voies, et je reviens ici, soit je traverse facilement la bouteille de découplage, l'eau ne va pas réfléchir 2 secondes, là, tout le débit ou presque va passer par la bouteille, et là en fait on va tourner en rond sans pouvoir réguler rien du tout. Donc une vanne d'équilibrage ici, et qui aura une perte de charge équivalente à la perte de charge de l'échangeur ou du générateur, de la 23 voies et des accessoires. Voilà, c'est une perte de charge ici, c'est équivalente à toute cette perte de charge là. Donc voilà pour cette application. Donc on parle de primaire passif parce qu'ici, il n'y a pas de circulateur, pas de pompe qui produit une pression différentielle. Il n'y a pas de mise en mouvement, il n'y a pas de pression différentielle de génératrice, hein. Il n'y a pas de circulateur. Donc là, on parle de primaire passif. C'est un autre moyen de classer ces boucles de régulation. Il y a le primaire passif et le primaire actif. Là, une autre application, on connaît aussi le tertiaire. Hein. Donc là, justement, on a un primaire qui est actif, qui me délivre une pression différentielle aux bornes de cette boucle. Là aussi, on a une problématique de température, puisque le primaire, j'ai une température de 7-18. En fait, j'ai un groupe froid, hein, qui produit de l'eau à 7 degrés. Et ensuite, au secondaire, j'ai besoin d'eau à 15 degrés pour alimenter mes plafonds froids, par exemple, pour éviter les phénomènes de condensation. Et 7 degrés parce que j'ai aussi des CTA, des ventiloconvecteurs à griller, hein. Donc je détourne un peu de débit sur mes plafonds et veux faire en sorte de faire ce changement de régime de température. On pourrait essayer avec une vanne 3 voies. Donc ce qu'on vient de faire, la même chose que l'exemple précédent, une vanne 3 voies, donc plutôt grosse parce que le delta T est plutôt faible, hein. J'ai 3 degrés ici, sur mon exemple. Si je veux dissiper 100 kW avec 3 degrés de delta T, j'ai un débit de presque 29 m3. Donc j'aurai une 23 voies en DN50, en considérant que j'ai 80 kPa, donc 8 mètres de colonne d'eau en pression disponible. Et là aussi, la vanne serait plutôt grosse et en plus, elle fonctionnerait surtout plutôt en fermeture, hein, avec le risque qu'il faudrait éviter à tout prix, c'est que la vanne s'ouvre même quelques minutes en grand, laisse passer 7 degrés
Et là, l'eau condense sur les plafonds froids. L'humidité de l'air plutôt condense sur les plafonds froids. Il pleut dans le bureau, tout le monde est dans le fairway. C'est moche. Donc là, l'idéal, c'est de prévoir encore un bypass, d'accord, un bypass qui va faire en sorte de créer un remélange permanent entre l'eau à 18 degrés et l'eau à 7 degrés. D'accord. Donc là, dans mon exemple, je crois qu'on est à 70% sur ce bypass et 30% sur le primaire. Et donc là aussi, ma vanne sera plus petite parce que le delta T maintenant est de 11 degrés. On a de l'eau à 7 degrés et au retour, j'ai de l'eau à 18 degrés, donc elle est le plus défavorable. Donc ma vanne sera dimensionnée pour un peu moins de 8 mètres cubes heure, elle sera en DN32. Donc une vanne moins chère. Et en plus, qui fonctionnera aussi sur toute sa course, hein, fermée, d'accord, l'installation fonctionne en vase clos parce que j'ai atteint la température de consigne et j'ouvre ma vanne de bois pour injecter de l'eau froide, de l'eau glacée à 7 degrés. Et d'ailleurs, d'où l'importance de ce primaire actif. Hein. Pour injecter l'eau, il faut une pression différentielle, hein, pour pouvoir alimenter la vanne de bois et donc l'installation. Autre exemple, donc là un peu plus pratique. Donc voilà, c'est une opération qu'on a menée en 2021 chez un industriel qui a une installation de ce type, qui fonctionne très bien. Hein, fonctionne très bien. Le débit primaire est constant, le débit secondaire est constant aussi. D'accord. Je boucle ici. Et là, l'idée de l'industriel, c'était de convertir son installation du débit primaire constant au débit primaire variable. D'abord pour faire des économies de frais de pompage, hein, parce que quand le débit varie, la pompe fait varier sa vitesse, parce qu'il avait équipé auparavant ses pompes de variateur de vitesse. Donc là, on économise de l'électricité. Et en plus, comme le disait tout à l'heure Eric, hein, quand je module mon débit, j'augmente les températures de retour, en tout cas sur le froid, et donc j'augmente le COP du groupe froid. Donc là, c'est bon dans les deux cas. Donc, comment on l'a fait pour passer de ce schéma-là à un schéma à débit variable primaire? D'abord, deux mots sur le schéma réel. Hein. Donc, l'installation réelle, c'est ça. Donc, on est bien loin du schéma théorique, hein, qu'on trouve dans les livres. Donc, il faut écarquiller un peu les yeux et essayer de retrouver ces petits. Donc, on les retrouve facilement dans ce cas-là. Donc, ici, on a deux tubes aller-retour du primaire, qu'on retrouve ici, qui délivre cette fameuse delta H, que la pompe est dans d'autres local techniques. J'alimente ma bouteille, donc là, je suis en froid. Donc, j'alimente ma bouteille par le bas, d'accord. Une bouteille de découpage, je reviens et je retourne vers mon installation en passant par une vanne d'équilibrage STF, qui est en DN80, je crois, et qui avait été réglée pour respecter les compatibilités des débits. Hein. Il y avait un gros travail qui avait été fait au niveau de l'équilibrage. Bouteille de découplage, et au secondaire, je retrouve ma 23 voies ici, d'accord, mon circulateur, et qui alimente la CTA qu'on voit en gris derrière. Et je reviens en passant par une vanne d'équilibrage STF ici pour caler mon débit sur la CTA. Voilà, une installation qui fonctionne très bien, mais voilà, l'idée c'est de la faire évoluer et de faire des économies d'énergie. Donc ce qu'on a proposé, ce qui a été réalisé, c'est de d'abord supprimer, en tout cas annihiler l'effet de la 23 voies. Donc simplement en l'ouvrant en grand, hein, en manuel, en ouvrant en grand la 23 voies, en fait elle disparaît du schéma de principe. On garde la bouteille de découplage et l'astuce qui a permis la TA Smart de faire facilement, c'est de remplacer la staff qui était là, qu'on voit ici avant, hein, vous voyez ici en photo. On a déboulonné la staff et on a mis à la place une TA Smart. Et la TA Smart a le gros avantage d'avoir un face-à-face normalisé, égal au face-à-face d'une staff du même diamètre, bien sûr. Et donc là, les travaux ont duré quelques minutes. En tout cas, c'est pour moi qui l'ai fait, donc c'était rapide. Et l'autre avantage aussi, c'est que le câblage aussi était très simple à réaliser. On a récupéré le signal de commande qui alimentait le moteur de la 23 voies pour alimenter la TR Smart. Donc, très facilement, on a transformé cette installation à débit primaire constant à débit primaire variable. Donc, on aurait pu mettre une modulator, hein, qui est aussi un face-à-face égal au face-à-face de la staff, mais le client voulait aussi récupérer les informations de suivi énergétique, donc la puissance, le débit et l'énergie, bien sûr, tout ça grâce à un bus de communication. Donc voilà, donc un exemple. D'ailleurs, l'exercice, l'expérience a été menée et bien menée, puisque l'industriel est ravi, pardon. Non seulement c'était facile à faire, donc au niveau investissement, il n'a pas eu besoin de sortir beaucoup
beaucoup d'argent, mais en plus, la régulation étant excellente avec la TA Smart, au niveau économie, il a tout de suite constaté en tout cas, qu'il avait fait des économies, il avait bien fait de faire ça. Il va l'étendre d'ailleurs sur ces autres CTA, parce que le site est pourvu de beaucoup de grosses CTA, source d'économie rapide. Autre application, donc là c'est dans le cas aussi, par exemple, on veut faire évoluer une installation à débit primaire constant, d'accord, on trouve l'application dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc là, la solution, c'est au primaire, donc faire varier le primaire, donc on intercale une vanne de voie, d'accord, mais sur motorisée, et qui sera piloté par un régulateur qui lui-même va comparer deux températures, d'accord, T1 et T2 que vous voyez ici. En fait, dans ce type d'installation avec une bouteille de découplage, un bypass de découplage, on l'avait vu ensemble au dernier webinaire, hein, il faut toujours s'arranger pour qu'il y ait un léger débit ici, donc on prévoit 5% pour être plus confortable. 5% de débit dans ce sens-là, c'est-à-dire que le débit primaire est toujours supérieur de 5% au débit secondaire. Mais ce qu'on va faire, c'est que en maîtrisant le delta T ici, on va s'assurer qu'il y a un léger remélange qui augmente la température de T1 de 1 degré. Donc on va stabiliser 1 degré entre T1 et T2. Donc il y a un léger remélange et qui garantit la compatibilité des débits et qui permet de réduire le débit du primaire. Donc, quand les 22 voies vont se fermer, le débit va baisser ici. Donc le régulateur va percevoir que ici le remélange augmente, donc il va fermer la vanne de voies. Donc on va moduler du coup le débit du primaire tout en garantissant la compatibilité des débits à tout moment. Même type d'application, mais là on n'utilise plus d'électronique, plus de régulateur, plus de câblage, plus de sonde. On fait ça mécaniquement à l'aide d'un régulateur de pression différentielle, le STAP, la gamme limitée A. Donc là, ce qu'on va faire, toujours le même principe, on va mesurer le débit qui parcourt ce bypass, d'accord, à l'aide d'une vanne d'équilibrage statique STAD, STAF en fonction du débit. Donc on va surveiller la perte de charge de la vanne, donc la pression différentielle qui la parcourt. En surveillant la pression différentielle de la vanne, puisqu'on connaît l'ouverture de la vanne, on surveille aussi son débit. Donc là aussi, on va faire en sorte qu'un léger débit parcourt le bypass dans ce sens-là, de A vers B, et de quelques mètres cubeurs, hein, quelques litres heure, ça dépendra du débit, pour faire en sorte que quand les vannes de voie se ferment ici, le débit de bouclage va augmenter, la STAP va le percevoir et va se fermer. Donc en se fermant, on va stabiliser le débit dans le bypass. Et donc là, Antoine pourrait me dire, mais c'est bizarre, ton dessin, il manque un trait. On ne mesure pas le TAP sur la vanne. Et effectivement, parce que la TAP a une prise de pression interne. Donc ce qu'on fait, on fait une petite approximation. On imagine que la pression ici est égale à la pression ici, et ce qui est plutôt vrai, parce que la bouteille de découplage, par définition, elle a une perte de charge négligeable de quelques kPa. Donc en plus, on ne prend que la moitié, donc la moitié de quelques kPa, plus la perte de charge entre ce point-là et ce point-là. On essaiera de réduire au maximum, bien sûr, et bien sûr d'éviter de mettre un filtre, par exemple, qui créerait une perte de charge. En faisant cette approximation, en fait, on maintient un delta P constant sur la stade, on maîtrise un faible débit, d'accord, et qui sera toujours en lien avec la variation de débit du secondaire. Hop, voilà pour moi. Donc, je vais passer la parole à Antoine qui va nous parler d'autorité, parce qu'en termes d'autorité, il s'y connaît. Ah, et quand il se fâche, ça fout des pétages. C'est vrai que tu en manques un peu, mais moi non. Alors, en effet, on va parler d'autorité. Et pour ça, je vais d'abord vous introduire le terme de caractéristique, la notion de caractéristique. Donc, toute installation de chauffage ou de froid a une caractéristique. Donc, c'est l'évolution de sa puissance, la puissance produite par l'installation, en fonction du signal qu'on va lui imposer, notre signal de contrôle. Et si on regarde la caractéristique d'une unité terminale ou d'un échangeur de façon générale, on a idéalement, on voudrait une puissance qui évolue de façon linéaire par rapport au débit. Mais en réalité, cette caractéristique, elle n'est pas linéaire. Vous le voyez sur cette image. Voici la caractéristique de tout échangeur thermique. Et nous, notre objectif, ça va être de linéariser en fait cette caractéristique. On veut une relation proportionnelle entre puissance et débit et signal d'entrée. Donc pour ça, on va utiliser une vanne de régulation à caractéristique à égal pourcentage. Ça fait beaucoup de notions d'un coup, mais la caractéristique égale pourcentage, en fait,
il s'agit de compenser la caractéristique de l'unité terminale qui était ici en bleu. Donc, on va faire l'inverse de cette courbe pour pouvoir, à la fin, obtenir en fait une courbe puissance course de vanne, donc signal de régulation, qui soit linéaire et qu'on puisse avoir une bonne autorité, un bon contrôle de la puissance de notre installation. Aussi, on veillera à maintenir constante la delta P, la pression différentielle sur les vannes de régulation, afin de pouvoir avoir une bonne caractéristique égale pourcentage. Car en cas de mauvaise autorité, on n'obtiendra pas cette belle caractéristique égale pourcentage qui nous permettra d'avoir cette relation proportionnelle sur notre installation. Donc, concernant cette autorité que dont je viens de parler, voici comment on la calcule pour une vanne 3 voies. On verra avoir une autorité au moins de 0,5 pour avoir une bonne caractéristique de régulation. Et l'autorité, elle se définit comme suit, c'est la delta P de notre vanne de régulation ouverte en grand pour le débit nominal. Donc, voici notre vanne 3 voies. C'est sa delta P, c'est sa pression différentielle lorsqu'elle est complètement ouverte, sur la delta P vanne fermée. D'accord? Donc, lorsque cette vanne 3 voies va se fermer, elle recevra en fait la pression différentielle de l'unité terminale maintenant, plus sa pression différentielle intrinsèque à elle-même. Donc, finalement, cette relation d'autorité, elle va traduire l'influence de la pression différentielle sur le contrôle du débit à la fermeture de la vanne de régulation. C'est pour ça qu'on regarde, on étudie la delta P, vanne fermée. Voilà. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour la vanne 2 voies. Cette fois-ci, la relation reste la même, mais son interprétation va être un peu différente. Toujours le même objectif, on veut une autorité minimum de 0,5 et on pourra même avoir un minimum de 0,25 si les autres circuits de l'installation vont se fermer. Delta P vanne ouverte sur delta P vanne ouverte, on a de nouveau la delta PV ici, mais cette fois, on recevra en delta P lorsque la vanne est fermée toute la pression disponible en amont, donc toute la pression apportée par notre pompe en ce point du circuit. Donc, si maintenant je regarde d'un peu plus près les vannes 2 voies, on va retrouver différentes notions d'autorité sur les vannes 2 voies. Si on utilise une vanne de voie dite standard, donc les vannes de voie classiques, eh bien, c'est le calcul que je viens de vous décrire. Alors, on aura deux notions, l'autorité à débit minimal et l'autorité à débit nominal. Donc, on aura la hauteur de la pompe reçue complètement ici par la vanne de voie. C'est ça la petite différence entre les deux notions. Maintenant, concernant les vannes de voie à pression indépendante des PIBCV. Je vous ai dit tout à l'heure que l'autorité, elle traduisait l'influence de la pression différentielle sur le circuit. Mais comme ces vannes de voie, elles sont à pression indépendante, ici, pas de calcul d'autorité. On aura une autorité qui sera proche de 1, jamais égale à 1, c'est impossible, ce serait mentir. On aura une autorité qui sera au minimum de 0,7. Et cette autorité, elle variera en fait en fonction de la bande proportionnelle du régulateur qui se trouve dans cette vanne de voie. Enfin, on va introduire une troisième type de vanne de voie, différent des deux technologies précédentes. Cette fois, une vanne équipée d'un débitmètre à ultrasons. Et la notion d'autorité ne va pas s'appliquer ici. On n'aura aucune notion d'autorité sur ce type de vanne. Ici, il conviendra de contrôler la précision, vérifier la précision de la régulation de cette vanne. Et on verra ensuite une autre notion qui va nous permettre de la sélectionner. D'autre part,
cette vanne, en fait, pourquoi on ne parle pas d'autorité? Parce que comme elle a un débitmètre qui va en permanence vérifier le débit de l'installation, on va réagir automatiquement aux variations de pression de l'installation pour toujours ajuster le débit souhaité. Donc, finalement, ça nous donne deux critères de sélection pour une vanne de régulation. Sa caractéristique de régulation, je vous ai parlé de caractéristiques égales pourcentage. Donc, cette caractéristique, elle sera influencée par l'autorité de la vanne. Donc, il conviendra d'avoir une bonne autorité sur notre vanne de régulation et de choisir une vanne de régulation avec une caractéristique égale pourcentage. Et la deuxième notion, c'est la rangeabilité. En fait, on va, avec cette notion, regarder jusqu'à quel débit on pourra réguler dans l'installation. La rangeabilité, c'est la notion de débit minimal contrôlable sur cette vanne. Et qui dit débit minimal contrôlable implique puissance minimale contrôlable. Donc, ce choix de rangeabilité, il sera important car, en effet, pourquoi on va aller regarder les débits minimaux? En général, on regarde uniquement le débit nominal de l'installation, les conditions les pleines conditions de fonctionnement. Mais on va s'intéresser ici, finalement, à 30% du temps de fonctionnement, 30% de la saison, un tiers de la saison, je vais fonctionner à moins de 20% de la puissance nominale. Donc, si on regarde l'influence de la rangeabilité de la vanne, donc sa capacité à contrôler des petits débits, je prends une vanne avec une autorité ici de 0,6, d'accord? Si j'ai une vanne qui a une rangeabilité de 25, eh bien, je ne pourrais contrôler jamais moins de 20% du débit nominal. Donc, en dessous de 20%, je ne sais jamais ce que je vais produire sur mon installation et consommer. Finalement, je serai dans un brouillard ici, dans cette zone, et on fonctionnera sûrement un peu en tout ou rien au niveau de notre régulation. Or, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Maintenant, si je prends une vanne avec une rangeabilité de 150, c'est cette courbe ici en violet, toujours pour la même autorité, 0,6, eh ben, j'irai chercher des débits jusqu'à 5% du débit nominal. Donc, je pourrais réguler sur un tiers du temps de la saison, je vais pouvoir réguler mon débit, ma puissance, pardon, pas mon débit, ma puissance de fonctionnement entre 5 et 20% de la puissance nominale. Donc, il y a de réelles économies d'énergie à aller chercher dans cette zone-là. Il faut savoir que les vannes à pression indépendante ont en général une bonne rangeabilité et chez nous, la TA Modulator a une rangeabilité supérieure à 125. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra aller chercher des débits très bas, puissance très basse. Maintenant, si on utilise une vanne de voie dite standard, on va regarder comment améliorer son autorité, comment donc stabiliser finalement la pression différentielle. Pour ça, on peut utiliser un régulateur de delta P, c'est le kit STAP chez nous, que Brice a évoqué dans les boucles qu'il vous a montré. Le kit STAP, donc positionné en amont de plusieurs vannes de voie, un ensemble de vannes, qui va permettre de stabiliser la pression sur l'ensemble de ces circuits. Deuxième solution, c'est de directement positionner un régulateur de delta P aux bornes de la vanne de voie, donc entre son entrée et sa sortie. Et là, on va stabiliser la delta P, et on va assurer d'avoir une bonne autorité sur cette vanne. Enfin, c'est la solution donc vanne à pression indépendante, type TA Modulator, qui garantit simplement par son régulateur de pression différentielle intégré une bonne autorité supérieure à 0,7. Voilà, maintenant je vais repasser la main à Eric qui va vous décrire le cas du changeover
Oui, merci bien. Effectivement, on a vu diverses boucles de régulation. Ici, quelques mots sur une boucle un petit peu particulière, enfin, prenant en compte ce qu'on appelle le changeover. Le changeover, ça veut dire, eh bien, potentiellement, je peux faire travailler un même échangeur, par exemple en chaud ou en froid, ou ça peut être petite puissance, grande puissance, mais typiquement, c'est chaud et froid. Alors, je peux le faire soit de façon loupée, une zone, je vais basculer ici en chaud, et puis l'autre zone du bâtiment va travailler en froid. Et puis ensuite, au niveau des échangeurs, je vais devoir gérer ce débit chaud et ce débit froid. Alors, j'ai qu'une seule batterie et j'ai évidemment qu'une seule vanne d'équilibrage et qu'une seule vanne de régulation pour faire ça. Et c'est d'ailleurs souvent une vanne qui est combinée, qui fait à la fois l'équilibrage et la régulation, qui va devoir faire ce basculement entre le chaud et le froid. Donc, alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais mon équilibrage? Comment je règle ce débit chaud et ce débit froid? Et puis également, et Brice l'a évoqué précédemment, là, si j'ai des températures différenciées, comment je vais gérer ces températures différenciées sur mes réseaux. On a un autre type d'application de changeover qui est aussi très fréquemment utilisé aujourd'hui, c'est de faire le changeover carrément sur l'unité terminale. Donc là, j'ai une distribution de 4 tubes qui vient jusqu'aux unités terminales. Et puis ensuite, j'ai des vannes 6 voies qui vont assurer le basculement chaud-froid de façon individuelle. Donc, je peux très bien avoir sur un même réseau un échangeur qui travaille en froid et celui qui est à côté qui travaille en chaud, et puis etc. sur toute mon installation. Donc là, j'ai vraiment du changeover individualisé. Donc, on va avoir les mêmes problématiques. Comme j'utilise qu'une seule batterie, j'ai qu'une seule vanne, comment je vais faire ce basculement chaud et froid et comment je règle l'équilibrage et la régulation. Donc, la qualité à ce niveau-là. On a également un point, alors on n'a pas le temps ici dans ce webinaire de parler de ce point-là, mais il est important, c'est comment je gère le maintien de pression de ces installations. Alors, de façon générale, déjà, la qualité du maintien de pression est évidemment primordiale. Hein. On peut arrêter notre discussion sur les boucles de régulation si déjà on n'a pas la bonne pression sur le site, si on n'a pas une qualité d'eau, et bien c'est même pas la peine de démarrer les pompes. Donc là, c'est évidemment primordial. Mais là, en changeover, il se pose encore une autre problématique, c'est que à ces basculements entre le chaud et le froid et le froid et le chaud, en fait, on va s'apercevoir qu'on va avoir un transfert de fluide du maintien de pression froid vers le chaud. Et on va vider en permanence le froid vers le chaud. Donc, ça veut dire que manuellement, il faudrait refaire l'équilibre. Ce qu'on a prévu de faire, c'est qu'on a un système qui permet de faire un transfert, un rééquilibrage automatique. Mais de nouveau, je n'ai pas le temps d'en parler ici. Mais attention, point d'attention. Il y a eu déjà des déboires sur certaines installations parce qu'on n'a pas pris assez attention à ce point-là. Donc ici, ça, c'est les problématiques. Alors, si je reprends le premier cas de figure, eh bien, je vais devoir gérer un débit chaud, un débit froid. Eh bien, ce que l'on a fait, on a intégré au niveau du moteur de la vanne, qu'on appelle le TA Slider, donc le moteur qui est ici. En fait, vous avez la possibilité de communiquer simplement avec un smartphone, ici, avec votre moteur en Bluetooth, et vous allez pouvoir le paramétrer, et vous allez dire au moteur, tiens, cette vanne-là, voilà le débit chaud que je souhaite avoir, et voilà le débit froid. Donc, vous programmez votre moteur pour les deux débits. Vous allez pouvoir gérer deux débits différents. Et comment est-ce que vous allez passer de l'un à l'autre? Bien, de deux façons. Soit vous savez ce qu'on appelle un contact sec, donc c'est un interrupteur hein, qui va s'ouvrir ou se fermer. Et par exemple, à l'ouverture de l'interrupteur, qui sort du régulateur, qui pourrait être un interrupteur également pour une zone, eh bien l'ouverture, vous allez dire, tiens, ça correspond au passage chaud, par exemple. Ou vous pourriez décider qu'à l'ouverture, ça correspond au passage froid. Ça, vous le programmez comme vous le souhaitez. Ou alors, vous pouvez très bien avoir également ce qu'on appelle un thermostat d'inversion de sens d'action que vous posez sur la tuyauterie, donc qui détecte la température de la tuyauterie. Et en fonction de la température de la tuyauterie, vous savez si vous êtes dans un mode chaud ou un mode froid. Et à ce moment-là, vous envoyez le signal de nouveau au moteur qui va basculer automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de programmation à faire. Ce n'est pas un point de GTB à rajouter, de régulation. Il n'y a pas d'automate à programmer. Directement, votre vanne va passer sur le débit chaud ou sur le débit froid que vous avez programmé. Donc ça, c'est la première fonction de changeover. La deuxième fonction de type d'installation que je vous avais parlé, c'est l'utilisation de vannes 6 voies. Or, les vannes 6 voies, pour ceux qui ont déjà vu ces vannes-là, si vous regardez dans les trous, dans les lumières, en fait, les vannes 6 voies, c'est une vanne quart de tour. Vous voyez ici le quart de tour, hein, qui va pouvoir s'ouvrir, se fermer pour faire le réglage du débit. Mais ici, en fait, ce n'est pas qu'un seul quart de tour. En fait, ce sont deux quarts de tour boissosphériques qui travaillent en séquence, donc ils sont liés l'un à l'autre, et ils vont travailler donc pas sur un quart de tour, mais finalement, si on regarde, il y a un des boisseaux qui va travailler sur le froid, l'autre sur le chaud, et puis il y a une zone neutre. Donc finalement, ce quart de tour, il est divisé en 3, et on parle maintenant d'un 12e de tour. Alors,
on oublie, hein, cherchez pas à faire de la régulation, cherchez pas à faire de l'équilibrage sur une vanne 6 voies. C'est vraiment un leurre total. Si vous trouvez ça dans des catalogues techniques ou des descriptifs de fabricants, ça n'a aucun sens. Personne ne sait faire du réglage de débit correct et de la régulation sur un 12e de tour. Et c'est même encore moins d'un 12e de tour parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des pressions sur l'installation qui font que quand les vannes se ferment, vous avez plus de pression, donc le quart de tour devrait se fermer encore plus. Donc là, on parle de quelques dixièmes de tour de degrés, hein, puisque là, c'est un degré encore dans ce sphérique. Donc, on ne va pas faire ça. En fait, on va travailler différemment dans ces applications. On va utiliser une vanne à pression indépendante, compact P, qu'on va équiper du moteur TA Slider, qui va, cette vanne-là, gérer le débit au niveau du terminal en termes d'équilibrage, en termes de régulation. Et en fait, on va liaisonner ce moteur au moteur de la vanne 6 voies et c'est lui qui va piloter le basculement chaud et froid. La vanne 6 voies, on va lui demander deux choses très simples. On va lui dire, mets-toi sur le chaud, si j'ai besoin de chaud, ou mets-toi sur le froid, si j'ai besoin de froid. Et ça, elle est capable de le faire, c'est-à-dire s'ouvrir d'un côté, s'ouvrir de l'autre, et ça va aller, et ça ira très bien. Tout ce qui est régulation, équilibrage, on va le gérer par une vanne à pression indépendante qui a été faite pour ça. Donc voilà ce système de changeover, comment on va le gérer. Pour le programmer, comme je vous disais précédemment, avec votre smartphone, vous allez paramétrer votre moteur. Vous dites par exemple, j'ai un débit chaud de 95 litres/heure, j'ai un débit froid de 258 litres/heure, j'ai une zone neutre, et ensuite il va faire son réglage de débit en fonction des besoins du bâtiment, en chaud ou en froid. Vous pouvez avoir des signaux différents, hein, suivant les applications, on pourra paramétrer, vous choisissez la gamme de signal qui vous convient. Par exemple, ici, entre 0 et 4,5 volts, je vais gérer mon froid, et puis de 5,5 à 10, je vais gérer le chaud. Donc voilà pour ces systèmes-là. Et on voit ici une installation qui a été réalisée. On trouve ici des 26 voies. Derrière, on les voit mal, mais il y a le slider avec le compact P. En termes de câblage électrique, c'est également extrêmement simple. Vous n'avez pas à faire de câblage électrique d'alimentation sur le moteur de la 26 voies, non. La seule chose, vous prenez une fiche rapide, que vous venez connecter directement à la fiche du slider ici, et ça y est, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a rien à faire. Donc, c'est maintenant le slider, bien sûr, le moteur ici, il faut bien l'alimenter, donc vous aurez un 24 volts, et vous aurez votre signal de commande et le signal de retour, donc vous voyez un câblage électrique qui est extrêmement simple. Voilà pour ce petit mot rapide sur le système changeover, mais comme on en utilise beaucoup actuellement, c'était important, il me semblait, de vous en parler. Donc, on va faire la conclusion. Avant ça, un rapide vue des technologies. Ici, donc, très rapidement, en vanne à pression indépendante, vous allez trouver, on va dire, 3 catégories de vannes de régulation à pression indépendante. Les vannes TA Compact P du DN10 au DN32 vont travailler en tout ou rien. C'est une vanne linéaire. On m'a expliqué précédemment, Antoine, pour faire du modulant, ça n'ira pas. Il faut prendre une vanne égale pourcentage. Donc, si on veut faire du modulant, on prendra les vannes dites modulator, TA modulator, du DN15 au DN150, donc caractéristiques égales pourcentage ici, et puis avec des pressions différentielles, vous voyez, qui sont quand même assez importantes, 4 bars, 40 mètres de colonne d'eau, 60 et 80 mètres de colonne d'eau, et on garde toujours les belles caractéristiques de vanne, et puis la fameuse rangeabilité dont on a parlé en fait. Et puis enfin, sur les gros réseaux au chauffage urbain, on a des kilomètres de tuyauterie, des fortes hauteurs manométriques, 16 bars, donc 160 mètres de colonne d'eau, hein, ça commence à faire des sacrés pompes. On va utiliser encore une nouvelle technologie de vanne ici, qui est ce qu'on appelle la KTM, qui va supporter ces pressions. Donc, on a plus dans la vanne déjà encore plus industrielle. Et puis, dernièrement, et ça a été lancé récemment, une toute nouvelle technologie de vanne, la TA Smart, Brice en a parlé, où là, on va rajouter encore des fonctions supplémentaires. Les vannes, vous voyez ici, elles sont équipées de débitmètres ultrasons. Donc, ça veut dire qu'on mesure en permanence et de façon précise le débit. On mesure la température dans la vanne, ici, avec une sonde, et la vanne est livrée telle que vous la voyez sur la photo. Il n'y a pas de montage à faire, il n'y a rien à rajouter, elle est livrée telle qu'elle. Et vous avez une autre sonde que vous allez connecter sur le retour, par exemple, de l'installation. Donc, vous avez le delta T, très précis, ce sont des PT1000 de classe A. Ensuite, le débit qui est mesuré de façon très précise en ultrason, débit delta T, ça veut dire la puissance. Vous mesurez la puissance partout où la vanne est installée. Si vous avez la puissance, vous intégrez, vous avez un compteur d'énergie. Vous pouvez faire du changeover, vous avez un compteur froid et un compteur chaud sur la même vanne, en fait. Vous voyez, donc ce sont des jolies nouvelles technologies. Et avec le tour de force, c'est que le débitmètre, on l'a intégré dans un corps de vanne. Donc, on a fabriqué une vanne spéciale pour ça. Et par exemple, pour les vannes à bride, c'est une dimension standard, comme l'a signalé Brice.
Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir rénover des installations en démontant certaines vannes, en les remplaçant, entre guillemets, simplement, c'est-à-dire pas de travail de tuyauterie qui est un travail important à faire sur les installations. Donc ça, ce sont les nouvelles technologies de vannes TA Smart, du DN20 jusqu'au DN150. Les moteurs, très rapidement, on a développé une gamme de moteurs, soit des moteurs thermiques, ici pour du tout ou rien, moteur thermique modulant pour améliorer le comportement, ou alors du moteur électrique, ce qu'on appelle la gamme slider, et suivant les diamètres de vanne, vous allez utiliser des moteurs plus importants. Et en standard, ces moteurs-là ont tous la possibilité d'être programmés en Bluetooth. Vous l'utilisez ou pas, vous l'utilisez tel quel, ou alors pour des applications, par exemple Changeover, vous allez programmer directement avec votre smartphone. Vous n'avez même pas besoin d'alimenter électriquement, vous allez directement le programmer au bureau. Vous pouvez le pré-programmer pour votre chantier. Et puis enfin, des moteurs avec des bus de communication, Modbus, BACnet, ici vous pouvez utiliser. Voilà pour cette présentation. Je vais faire la conclusion et on passera aux questions-réponses. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, la performance et l'efficacité énergétique de nos installations va dépendre de la qualité des boucles de régulation. Ce sont les boucles de régulation qui permettent de travailler en dynamique de fonctionnement. On dimensionne une installation, on la prévoit pour 100% de la puissance. En réalité, combien de temps l'installation travaille à 100%? Eh bien, pour certaines, jamais. Elles sont surdimensionnées, elles ne travailleront jamais à 100%. Et même celles qui sont très bien dimensionnées, on considère qu'on travaille moins de 5% du temps à 100% de la puissance. Voilà. La majorité du temps, on travaille en charge intermédiaire et il faut que l'installation puisse réagir et s'adapter en permanence. Et c'est le rôle des boucles de régulation. Et la qualité de la régulation est primordiale, la qualité de ces boucles de régulation. Donc, le choix approprié de la boucle de régulation, Brice en a parlé, important, l'autorité, la caractéristique des vannes, cette fameuse rangeabilité qui est importante sur les vannes, ça, Antoine l'a abordé, la stabilisation des pressions différentielles sur les réseaux, et puis bien sûr les vannes par elles-mêmes qui auront des fonctions, pression indépendante, notion d'équilibrage, et puis maintenant les vannes avec des lunettes de ultrasons pour comptage d'énergie. Donc voilà pour ce webinaire. On va maintenant, merci de votre attention, on va passer aux questions-réponses. Juste pour information, le 23 juin, justement, on abordera particulièrement cette nouvelle technologie TA Smart que l'on a lancée récemment avec d'autres fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités. Donc, j'espère que vous serez présents à ce prochain webinaire le 23 juin sur la TA Smart. Donc, on peut maintenant venir aux questions-réponses. S'il y a des questions. Oui, j'ai une question. Bonjour, sur le schéma de principe du plancher chauffant, avec un régime d'eau de 70-30 puis 40-30, les 3 vannes d'équilibrage sont dimensionnées pour une pompe à débit constant. Pouvez-vous me dire comment ça se passe pour un débit variable? On peut reprendre le schéma? Oui, on va mettre le schéma, Eric. Alors, déjà, on dimensionne pour les conditions nominales, donc finalement, que ce soit débit constant ou débit variable, ça va pas avoir d'influence. Les planchers chauffants sont d'ailleurs souvent à débit constant. Donc déjà, pour le dimensionnement, ça c'est intéressant, la question est pertinente, comment est-ce qu'on va faire le dimensionnement? Brice l'a abordé rapidement, mais les vannes d'équilibrage, eh bien, on a une des vannes qui est en fait, alors on va voir le schéma, ça sera probablement plus simple, on passe en revue à l'envers de la présentation. Mais, toujours un plaisir. Mais donc on a une des vannes d'équilibrage. Si on regarde le schéma de droite, d'accord, hein, si on regarde le schéma de droite, et bien ici j'ai ma pompe qui alimente les planches chauffantes qui sont derrière. On a symbolisé un carré, mais on a évidemment généralement une distribution vers des planches chauffantes. On a une vanne d'équilibrage ici sur le retour, et bien elle est dimensionnée pour le débit nominal de ce planche chauffant qu'on va calculer par rapport à la puissance et un delta T de 10 ici, 40-30. Pour une perte de charge qui correspondra soit à la delta P mini, parce que je vais varier ma pompe et je vais l'ajuster sur une pompe à vitesse variable et qui ne va pas forcément varier en dynamique, mais au moins je pourrai ajuster son point de consigne, la hauteur manométrique, correct. Et en fait, je descends la hauteur manométrique et je réouvre ma vanne d'équilibrage ici, de façon à avoir le minimum de hauteur manométrique et avoir une vanne d'équilibrage la plus ouverte possible et de ne pas consommer électriquement de façon inutile. Donc là, celle-là, je la dimensionne pour le débit nominal, et puis pour un minimum de perte de charge qui est au minimum, vous le savez probablement, 3 kPa, c'est le minimum qu'il nous faut pour avoir une mesure correcte sur la vanne. Donc ça, c'est un premier dimensionnement.
Pour les deux autres, eh bien, en fait, c'est évidemment en fonction du débit qui passe dans la vanne. Vous allez faire le calcul très simplement avec les delta T. Vous savez que vous avez un delta T ici de 10, vous avez ici un delta T de 40. Finalement, le débit ici est 4 fois plus petit que le débit qui est ici, hein, puisque j'ai dit 40 et puis 10. Et donc, vous allez calculer votre débit qui passe dans le bypass et le débit qui vient dans le primaire ici. Ici, vous allez trouver des débits qui vont jusqu'à 75% dans le bypass, qui revient ici. Donc, vous allez calculer votre vanne d'équilibrage pour 75% du débit, mais pour dimensionner une vanne d'équilibrage, il vous faut aussi la delta P. Quelle perte de charge vous devez avoir? Eh bien, Brice l'a décrit, hein, la perte de charge que doit créer cette vanne-là, en fait, cette vanne-là doit créer une perte de charge égale à la perte de charge de tout ce circuit-là que je parcours avec le pointeur. Donc, ça veut dire que ici, la vanne d'équilibrage, la tuyauterie, l'échangeur, si c'est un échangeur à plaque, il faudra faire attention à sa perte de charge. Si c'est une bouteille, bon, pas de perte de charge, donc ça va. De la tuyauterie, et puis la vanne 3 voies. Eh bien, vous faites le total de ces pertes de charge, et vous allez trouver, par exemple, je ne sais pas moi, 30 kPa, 3 mètres de colonne d'eau, et vous allez sélectionner une vanne d'équilibrage pour le débit du bypass, et puis 3 mètres de colonne d'eau. Et même chose ici, pour cette vanne-là, ici, vous allez sélectionner en fonction du débit maintenant qui passe ici, et pour une perte de charge, pour le coup, une perte de charge minimale. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'était pas le cas, on pourra y revenir de façon individuelle. Oui, je pense que oui, mais n'hésitez pas à nous contacter si ça n'a pas été clair ou si vous voulez approfondir avec un cas concret éventuellement. Tac, alors ça, ce n'est pas spécialement une question. Ce type de régulation sur le CHU de Rangueil il y a quelques années. N'hésitez pas à venir nous en parler. Ou à nous faire un feedback sur dessus. Peut-on, belle présentation, bravo, merci. Peut-on remplacer un KitStab par une TA Smart? Tout ce qui va se passer dans le futur. Ouais. Alors ça oui, ça c'est intéressant parce que dans le futur proche, bon, l'ATA Smart, alors peut-être que tout le monde ne sait pas encore complètement, et c'est pour ça qu'au mois de juillet on va faire une présentation spécifique sur une nouvelle technologie de vanne avec d'autres fonctionnalités. Alors la question, alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez déjà eu l'information à l'avance ou c'est une question parce que ça vous intéresse en application. Mais oui, en fait, la TA Smart, on va avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une régulation de pression différentielle, delta P. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous la connectez à un capteur de delta P et ça devient l'équivalent d'un kit STAP. Alors, plus qu'un kit STAP, parce que vous avez à la fois la régulation de pression différentielle, mais comme vous continuez à mesurer le débit, eh bien, vous pouvez donner une limite haute de débit, donc vous faites votre équilibrage de débit maximum. Et comme vous mesurez aussi les températures, vous avez le delta P, vous avez la puissance. Donc, vous avez à la fois régulation de pression différentielle, équilibrage, limitation du débit, et c'est un compteur d'énergie. Et de nouveau, qui peut travailler en chaud et en froid. Et vous l'aurez également en changeover. Ça veut dire que vous pouvez très bien décider d'avoir des points de consigne de delta P différenciés entre le chaud et le froid. Et donc ça, soit par programmation, soit calendaire, soit par une information contact sec ou via le bus. Vous dites, tiens, maintenant, je passe sur le réseau froid. Voilà la consigne de delta P à maintenir, mettons 5 mètres de colonne d'eau. Et puis, vous décidez de passer en chaud et voilà la consigne delta P. Vous passez à 3 mètres de colonne d'eau. Voilà. J'ai répondu à la question, mais pour faire court, oui. Eh ben, à faire à suivre alors. Alors, on trouve sur le marché des vannes PICV. On trouve des vannes PICV sur le marché. Y a-t-il une différence avec les PIBCV? En d'autres termes, à quoi correspond le B de PIBCV? C'est bien. Vidéo une fois au moins. Alors, PIBCV en toutes lettres, ça veut dire Pressure Independent Balancing and Control Valve. Donc le B, c'est pour balancing. Donc balancing en anglais, c'est équilibrage. Alors, on propose également sur le marché donc différentes marques des vannes PICV. Alors en principe, ce sont également des PIBCV puisqu'ici elles sont indépendantes de la pression. Ça veut dire qu'elles stabilisent. La pression est stabilisée et donc elles permettent de réaliser. Elles ont une bonne autorité et elles peuvent maintenir un débit plus ou moins constant. Donc, selon moi,
n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Est-ce que je me trompe? Est-ce que Moi, Eric je pensais que le B, Ouais. c'était Bernadou. Non, Ouais, oui, en fait, non, c'est tout à fait correct ce que tu dis, Antoine. Mm. Bon, évidemment, quand nous, on fabrique une vanne, on se préoccupe de la partie régulation et de la partie équilibrage. C'est notre métier, notre cœur de métier, donc on regarde toujours les deux. Et avoir une bonne régulation, mais si vous n'avez pas l'équilibrage, eh bien évidemment, vous êtes perdu parce que la vanne, quand elle s'ouvre complètement, eh bien, vous avez un surdébit. Et si vous avez un surdébit à un endroit, vous avez un sous-débit ailleurs. C'est la problématique de l'équilibrage hydraulique. Donc, évidemment que les vannes, quand et d'ailleurs les brevets de vannes à pression dépendante viennent de notre société, on a développé des vannes qui sont PIBCV, donc on a eu une traduction en anglais, qui font à la fois l'équilibrage et la régulation. Et c'est important. Il est vrai que certains fabricants de vannes de régulation ont commencé à faire des vannes également à pression dépendante et étant moins sensibles à cette notion d'équilibrage, n'ont pas prévu de pouvoir équilibrer, régler le débit nominal. Pour ceux qui connaissent ces technologies, vous savez que vous avez la possibilité de régler sur les modulateurs, vous venez régler le débit nominal, le débit d'équilibrage, et ensuite elle fait sa régulation. Eh bien, si vous n'avez pas ce réglage, c'est une PICV, d'accord, elle n'a pas la fonction balancing, ça n'a pas de sens. Hein, en fait, ça améliore l'autorité de la vanne, donc ça c'est déjà bien, c'est un bon pas, mais aujourd'hui, ça n'a pas de sens de faire une vanne qui n'intégrerait pas aussi la partie équilibrage. Donc voilà, pour compléter ta réponse. Donc, oui, il faut m'aidera de vérifier donc qu'on peut bien régler un débit sur cette vanne, sinon on perdra un peu, elle perdra un peu de son intérêt. Alors, petite particularité aussi, nos vannes PIBCV, elles sont équipées de prise de pression. C'est pas le cas de toutes les vannes sur le marché. Et les prises de pression, ça va permettre de faire des diagnostics, de vérifier qu'on a les bons débits et les pressions disponibles à différents endroits du circuit. Donc, point d'attention là-dessus également. Alors, question suivante. Dans un mix d'émetteurs, plancher chauffant, radiateur et ventilo-convecteur, quel est le meilleur système pour la régulation? Là, je crois qu'on tombe de nouveau dans l'exemple qu'a donné Brice. Hein. En fait, vous avez donc une température d'eau généralement qui est préparée de façon à satisfaire le plus demandeur de tous vos circuits. Là. Vous avez décrit divers circuits. Et bien sûr, il s'agit, par exemple, si j'ai des CTA en chaud qui me demandent de l'eau à 70 degrés, je dois être capable d'alimenter à 70 degrés. Ou si en froid, j'ai des CTA et j'ai besoin pour ma climatisation, pour déshumidifier, j'ai besoin de les alimenter à 7 degrés, je dois être capable de mon primaire d'avoir une eau qui m'arrive à 7 degrés. Par contre, cette température d'eau, ben, je n'ai plus pas besoin pour un plancher chauffant ou pour le plafond. C'est l'exemple qu'a pris Brice. Et à ce moment-là, ça veut dire que je vais devoir faire localement un remélange de cette température puisque je ne peux pas injecter de l'eau à 70 dans un plafond ou de l'eau à 7 degrés dans un plancher ou de l'eau à 7 degrés dans un plafond. Donc localement, je vais devoir faire une régulation, une boucle de régulation. De façon, là, dans ce cas d'application, on sera souvent et préférablement avec des vannes de voie en injection, c'est-à-dire qu'on met un bypass et puis on travaillera avec une vanne de voie en injection pour faire la régulation du plafond ou la régulation du plancher chauffant. On pourra regarder, hein, vous avez vu qu'il y a 23 cas possibles de régulation, donc on pourra regarder si vous avez un schéma particulier, on pourra regarder ce qui semble être la meilleure des solutions, mais souvent, ça va être cette solution-là, travailler en vanne de voie en injection pour faire des remélanges localisés en fonction de ce que vous avez besoin, suivant l'outil d'application. On peut dire qu'il y aura plusieurs boucles différentes sur une même installation. Ah, oui, absolument. On peut avoir plusieurs boucles différentes. On peut avoir des vannes 3 voies et des vannes 2 voies. On peut avoir ces combinaisons, bien sûr. N'hésitez pas à venir nous parler de votre cas concret, on pourra l'étudier avec vous. Et puis, comme je vous en ai parlé en début de présentation, on a un bureau d'études interne qui se trouve en Hongrie, il s'appelle l'ESC, et qui fait des calculs de réseau hydraulique, du dimensionnement, de sélection de vannes de régulation, vannes d'équilibrage, donc n'hésitez pas. Bonjour, ma question est comment le système changeover CA Slider reconnaît-il le mode frigo ou le mode chaud? Oui, frigo. Peut-être présenté lors de la présentation. Oui, en effet. Mais on en reparler. Oui, vous avez deux façons. C'est vrai qu'on n'a pas été, désolé, on ne va pas trop dans le détail, on va un petit peu vite sur chacune des applications. Le basculement chaud et froid peut se faire de deux façons. Il se fait soit par votre signal de régulation. Vous avez vu
le schéma séquencé entre 0 et 10 volts et vous découpez ce signal-là pour la zone chaude et la zone froide. Et donc, en fonction du signal que vous lui envoyez, et bien sûr, au niveau de l'automate, vous savez si vous êtes en train de vouloir faire du froid ou du chaud, bien en fonction du signal que vous lui envoyez, eh bien, il sait que entre, mettons, 2 volts et 4,7, il est sur le mode chaud. Et puis, comme il est sur le mode chaud, à ce moment-là, de lui-même, vous l'avez paramétré pour dire, tu envoies l'information à la vanne 6 voies pour qu'elle bascule sur le chaud. Voilà. Ensuite, vous continuez à travailler votre signal, vous êtes en zone neutre, donc la vanne de régulation de voie, la compacte P est fermée, et puis vous dites, tiens, maintenant mon signal, je l'augmente et je passe en froid, et automatiquement, dans cette zone-là, il va envoyer un signal sur la vanne 3 voies pour qu'elle bascule sur le froid. Donc, vous n'avez pas à gérer ce basculement. Ce que vous avez à gérer, c'est le signal de régulation, bien sûr, avec l'automate. D'ailleurs, notez au passage, pour ceux qui connaissent déjà ces applications 26 voies, c'est le même signal que vous utiliseriez si vous utilisiez qu'une seule 26 voies, c'est tout, sans se préoccuper de la qualité de la régulation et de la qualité de l'équilibrage. Ce serait le même signal, et simplement ce signal-là, le slider est prévu pour ça. Il est prévu pour recevoir ce signal-là, et en fonction de ce signal, il va basculer. Donc ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est vous utilisez qu'un seul signal, 0,10 volts, mais à vous de décider maintenant le 0,10 volts si vous êtes en régulation chaud et en régulation froid. Et quand vous êtes en régulation chaud, là simplement, vous envoyez contact sec par votre régulateur l'information au slider qu'il doit être dans le mode chaud. Donc c'est contact sec, hein, c'est une sortie du régulateur, c'est un contacteur, hein, donc qui va s'ouvrir et se fermer. Et là, c'est le signal pour lui de dire, tiens, maintenant tu dois te mettre sur le froid. Et automatiquement, en interne, on a un relais qui vient relayer et qui vient basculer la vanne 6 voies sur le mode froid. Et inversement, vous dites, tiens, je referme le contact dans le mode chaud, et automatiquement, on vient fermer la vanne 6 voies sur le chaud. Donc voilà comment ça va se faire de ces deux façons. Ok. Balancing diagonal. En rénovation de chaufferie, comment peut-on faire gagner de l'argent à l'installateur? C'est-à-dire, quel est le premier produit à supprimer? Exemple, la bouteille de mélange ou 23 voies ou autre. Bon, les chaudières, hein, c'est ce qui est le plus coûteux. Hein. de faire des économies. Non, mais je plaisante, mais je pense que la question, ça tourne autour des bouteilles d'expression, c'est ça ou... La bouteille de mélange ou 23 voies ou autre élément, à supprimer. Ben, les bouteilles d'expression sont un peu moins utilisées aujourd'hui parce que les chaudières permettent de travailler à débit variable. Donc, à ce moment-là, on peut travailler en direct sur les réseaux et pour le coup… Dans une démarche, il précise, dans une démarche de valeur ajoutée d'économie d'énergie. Oui, c'est ça. Ouais, donc, effectivement. Parce que bon, une bouteille, c'est pas vraiment le prix hein, d'une bouteille, même si c'est des grosses bouteilles, c'est des McDonald's. Mais bon, c'est de la tuyauterie et c'est pas ce qui est le plus cher sur l'installation. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que si on peut s'en passer, pour s'assurer que la chaudière puisse travailler à débit variable, eh bien, c'est qu'à ce moment-là, vous bénéficiez directement des températures de retour de votre installation. Donc, vous n'avez pas de cas où vous mélangez de l'eau primaire à haute température avec de l'eau de retour. Donc, vous réchauffez vos retours et vous avez un temps de condensation qui est moindre. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que vous favorisez la condensation de l'installation. Et en parallèle de ça, si vous avez une installation qui travaille à débit variable, le débit variable, comme je l'avais dit précédemment, débit variable modulant est favorable aux températures de retour. Donc là, vous gagnez sur plusieurs tableaux. Vous gagnez sur le fait que vous avez optimisé vos températures de retour, vous avez minimalisé puisqu'on est en chaud, vous condensez beaucoup plus sur votre installation, sur votre chaudière. Récemment, il y a quelques jours de ça, il y a un client qui me disait que en ayant fait ces modifications, les chaudières qui étaient en place se sont mises à condenser, mais à condenser de façon significative. Donc, on voyait vraiment de l'eau, quoi, qui coulait. Si bien que l'exploitant en place était même inquiet parce qu'il se demandait s'il n'y avait pas une fuite sur son installation, l'échangeur qui était percé, enfin, il ne sait quoi, parce qu'il se demandait pourquoi ça coulait autant. Ben, ça coulait parce qu'on condensait enfin sur ces chaudières-là, parce qu'on passait à débit variable. Là, du coup, on supprime les bouteilles d'expression, on a les températures optimisées. Bon, supprimer les bouteilles d'expression, il y a des cas où il faut quand même les garder, ça c'est en fonction des interactivités hydrauliques, mais c'est d'autres discussions.
Donc voilà, je ne sais pas de nouveau si je réponds à la question, mais on aura un véritable impact énergétique à faire ça sur les installations. Merci. Pouvez-vous revenir sur l'explication de la vanne 6 voies pour laquelle vous avez dit qu'il n'était pas possible de faire de la régulation précise? Ouais. Parce que un fabricant célèbre vend des vannes de 26 voies dites de régulation. Je célèbre, je ne peux pas voir qui c'est. Mais alors les 26 voies, pour être très clair, et Antoine l'a précisé, on fabrique, on est probablement le seul fabricant à avoir une fabrication complètement intégrée de toutes nos vannes, tout le matériel, de A à Z, puisqu'on a nos profondeuries, on fait le design des vannes. Donc là, on a créé la vanne PA Smart, c'est une vanne spéciale avec un corps de vanne particulier. On a développé notre millimètre ultrasons nous-mêmes, etc. Donc on a une développement des vannes complètement intégrée et maîtrisée. La vanne 6 voies, pour être franc avec vous, on ne la fabrique pas. C'est une vanne quart de tour boissosphérique. Et on fait comme le fameux fabricant, je ne sais pas connu que vous citez, c'est acheté en Italie. En fait, il y a 4 fabricants de vannes 6 voies, c'est toutes les mêmes. La vanne 6 voies que vous trouvez dans notre catalogue, c'est exactement la même vanne 6 voies que vous trouvez dans un catalogue, tiens, pourquoi pas Vélimo ou dans le catalogue de chez Siemens, chez Danfoss, c'est la même technologie de vanne avec des boissosphériques. C'est exactement la même chose. Oubliez, hein, je suis extrêmement affirmatif. Je pense que vous avez de l'expérience. Est-ce que vous avez déjà fait du réglage débit avec un boissosphérique? Eh bien, essayez avec un quart de tour de faire du réglage débit et vous allez vite comprendre que, en termes de régulation, c'est juste impossible. Et là, non seulement on demande de la régulation, mais on demanderait aussi de faire l'équilibrage. Donc, le boissosphérique, vous devez le fermer pour équilibrer. Et ensuite, on voudrait qu'il fasse aussi de l'équilibrage. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit auparavant, hein, c'est pas un quart de tour, c'est pas un boissosphérique quart de tour, c'est une vanne, c'est 2 quarts de tour qui travaillent en séquence avec les ondes, donc c'est des 12e de tour. Ça, c'est dans les conditions nominales. Donc, il n'y a même pas de discussion, il n'y a même pas de débat. Hein. Celui qui dit qu'il fait de la régulation avec, soit c'est du marketing, soit c'est une incompétence, mais là, je ne peux pas être plus direct que ça. C'est juste impossible techniquement, simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été plus clair. C'est au mieux du tout ou rien, mais c'est surtout, elle ne fera aucun équilibrage de l'installation. Ça c'est clair. Il n'y a aucun équilibrage possible. Voilà. Bon, après, on peut aller plus dans le détail. Hein. On a même fait des simulations. Donc. Oui. Bon, je pense que c'était plutôt clair. Alors, question d'après. Donc, bonjour. En règle générale, les vannes indépendantes de la pression demandent une pression différentielle minimale élevée. Exemple, entre 20 et 25 kPa. Si on a le cas en pied de colonne plus régulation de zone, on a ainsi 50 kPa sur uniquement 2 vannes. Quel est votre ressenti sur le fait de devoir sélectionner des vannes énormes pour avoir des boucles de régulation performantes? Ça, c'est un point également intéressant. Hein. La remarque, elle est intéressante, elle est pertinente. Alors ça, c'est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait en sorte d'avoir une delta P minimale sur nos vannes de la pression indépendante. Et là où vous avez raison, c'est que suivant les marques, selon les technologies, vous allez trouver des valeurs qui peuvent être des fois très élevées. En fait, dans nos vannes, vous allez, alors ça va dépendre des gammes, ça va dépendre des débits, etc. Mais les vannes les plus couramment utilisées, vous allez travailler autour de 15 kPa. Donc c'est pas 25. Hein. C'est 15 kPa. Ça, c'est la pression différentielle minimale qu'il vous faut pour la vanne pour le débit maximal possible. Donc, quand vous êtes en dessous, et généralement, on travaille toujours à des débits en dessous, en fait, ce delta P sera plus faible, mais quand même, il sera de l'ordre de, allez, entre 10 et 15 kPa pour la vanne. Là où il faudrait revenir sur la question et peut-être en discuter plus de façon en détail, c'est que vous parlez de plusieurs vannes qui sont en séquence. Donc, il y en aurait, mettons, sur les batteries, après vous en auriez sur les pieds de colonne. Mais généralement, non, vous n'avez pas de vannes de pression indépendante sur les pieds de colonne puisque vous avez déjà mis des vannes sur les unités terminales qui sont autonomes, elles sont pression indépendantes. Donc, vous n'avez plus rien à faire sur la colonne. Donc, la delta P que vous allez prendre en compte, c'est les fameux 15 kPa et c'est la seule chose que vous allez prendre en compte. Si vous deviez ne pas mettre la vanne à pression indépendante et si vous deviez mettre une vanne de régulation de voie et une vanne d'équilibrage. En fait, sur la vanne d'équilibrage, il vous faut au minimum 3 kPa. Sur la vanne de régulation, il vous faut une certaine autorité. Antoine a parlé de ça.
Ça veut dire que vous allez devoir créer quand même de la perte de charge, cette vanne-là. Elle ne va pas faire 0. Parce que si elle fait 0, ça veut dire qu'elle n'a pas d'autorité, c'est pas elle qui contrôle. Elle devra faire de la perte de charge et avoir une certaine autorité. Donc au final, vous vous apercevez, si vous menez le calcul, que les hauteurs manométriques ne sont pas différentes à avoir utilisé des vannes à pression indépendante ou pas, mais j'aimerais éventuellement qu'on revienne sur votre cas parce que vous parlez de vannes en séquence qui se suivent. Il faut comprendre pourquoi, en fait. Si vous avez ce cas de figure, il faut comprendre pourquoi, puisqu'à ce moment-là, vous avez raison, il faut cumuler. Si j'ai 15 kPa sur la première, j'ai aussi 15 kPa sur la plus défavorisée, mais il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'on cumulerait comme ça des vannes à pression indépendante. Et là où il faut faire attention, c'est que certaines marques et certaines technologies demandent des pertes de charge qui vont jusqu'à 40 kPa, même jusqu'à 60, hein, on a vu sur le marché. Hein. Donc là, très, très pénalisant. Donc nous, on se limite maximum à 15 kPa. De nouveau, j'espère que j'ai répondu à la question de la remarque. Je pense. Hein. Mais on pourra revenir vers vous pour spécifier un peu tout ça. En effet, l'application là de vannes à pression indépendante à la suite, ça semble pas une bonne idée. Quel est l'avantage de la vanne égal pourcentage par rapport à une linéaire? Au final, avec la vanne linéaire, pour un débit voulu, on va potentiellement envoyer plus de débit que nécessaire, ce qui aura un impact sur la température ambiante et donc sur la boucle de la régulation qui corrigera. Est-elle nécessaire pour tous les types de terminaux suivant leur inertie? Oui. Là, je pense qu'on parle probablement de deux choses. Hein. C'est soit on peut se poser la question de dire est-ce que sur mon ventilo, pour une régulation de température ambiante, est-ce que la régulation modulante est intéressante par rapport au tutoriel? Voilà. Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Et on est en droit de se la poser. Hein. On travaille beaucoup en tutorien sur les installations. Dans certains pays, le tutorien est complètement exclu. Hein. Vous ne trouvez jamais de régulation tutorien parce que voilà, les gens considèrent qu'il y a un impact énergétique important. Mais en termes de qualité de régulation dans la pièce, et suivant, et vous avez raison de le noter dans votre question, suivant le type d'émetteur, et suivant le type de local, suivant l'inertie, finalement, il n'est pas toujours démontré qu'une régulation modulante amène une qualité de température ambiante tellement différente que la régulation modulante, tutorienne pardon, par rapport au modulant. Donc ça, c'est en termes de qualité, stabilité de la température ambiante. Par contre, il est toujours vrai que la régulation modulante, le 0,10 volts, va amener un avantage sur les températures de retour, sur les coûts de pompage de votre installation. Donc là, vous allez gagner à ce niveau-là, mais sur la partie, on va dire, confort, il n'y aura pas forcément une différence. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, derrière cette question-là, premier cas de figure, finalement, je dis oui, je veux travailler en modulant. Et bien là, modulant, vous avez intérêt à ce moment-là à travailler avec une vanne égale pourcentage. Vous avez pris cette décision, c'est-à-dire je veux faire du modulant. Et bien à ce moment-là, la vanne égale pourcentage est nécessaire parce que, Antoine l'a décrit, un émetteur de chaleur, quel qu'il soit, a un comportement qui n'est pas linéaire. Donc vous l'associez avec une vanne qui va compenser cette non-linéarité et qui va vous faire donc cette modulation de puissance en fonction de ce que vous voulez dans la pièce. Si vous dites non, je vais faire du tout ou rien, mon installation, bien à ce moment-là, il faut prendre une vanne linéaire. Il n'y a pas besoin de faire d'égal pourcentage puisque la vanne va être potentiellement entre 0 et 100%. Voilà. De nouveau, j'espère que je réponds à la question, mais on pourra y revenir de façon individuelle hein, si on veut aller plus loin dans cette discussion, qui est intéressante. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. À peu près. Il reste peut-être une ou deux questions, mais de toute façon, on va s'arrêter là parce que on a dépassé un peu le timing. Et si vous avez d'autres questions, si vous voulez approfondir certaines de nos réponses, nous montrer un cas concret directement, nous montrer un plan et qu'on puisse en discuter par téléphone, par mail, visio, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Et j'espère que ça vous aura apporté en tout cas quelque chose, que vous pourrez un peu mieux comprendre les boucles de régulation, les différences entre caractéristiques linéaires égale pourcentage et les choix de vannes. Donc, merci à Brice, merci Eric. Merci Antoine. On se donne rendez-vous du coup le 23 juin. Le 23 juin à 11 h également, comme d'habitude. Et hop là. Voilà.
le 23 juin pour parler de la TA Smart, donc la nouvelle vanne qu'on vous a brièvement présentée avec le comptage d'énergie, donc un peu différente des technologies qu'on a vues précédemment. Voilà, merci, bonne journée et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Monsieur, bonsoir. On peut faire ça.